Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle manifestation de rue des partis politiques membres du CAP 2015 au Togo. L'opposition togolaise s'oppose à la gouvernance du parti au pouvoir, notamment à l'approche des échéances électorales. Lancement du service UBA Connect en Afrique centrale, un service proposé par United Bank for Africa pour faciliter les transactions transfrontalières en Afrique. Et à la rencontre de jeunes innovateurs rwandais convaincus des vertus des technologies de l'information et de la communication pour l'avenir de l'Afrique. Le futur se jouerait dans le numérique. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, le Sénégal est toujours dans l'attente des résultats définitifs des élections législatives du 30 juillet. Mais les résultats officiels partiels, notamment dans la capitale Dakar, sont désormais connus. Ils ont été publiés le 3 août et donnent une courte victoire à la coalition menée par le parti présidentiel de Macky Sall. Des résultats serrés et contestés par le camp du maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis mars 2017 pour détournement de fonds présumés qui talonne à 2000 voix près la coalition présidentielle. Au Togo, les partis politiques membres du CAP 2015 et leurs militants sont descendus dans les rues de Lomé le 3 août. Cette manifestation visait notamment à exiger une réforme constitutionnelle limitant le nombre de mandats présidentiels et à réclamer une modification du mode de scrutin. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. À Lomé au Togo, l'opposition politique était dans la rue ce jeudi 3 août 2017. À l'appel à manifester du combat pour l'alternance politique en 2015, ils étaient des milliers à parcourir des kilomètres à pied pour dire non à ce qu'ils qualifient de coup de force du parti au pouvoir. Ce regroupement de partis politiques de l'opposition réclame un dialogue pour la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales prescrites par l'accord politique global de 2006. Vous avez vu la manière dont les débats sur la loi portant création des communes a été mené. Nous voulons ramener les autorités à des discussions pour qu'elles comprennent que la mise en place de cette commission de réflexion sur les réformes politiques est une provocation. C'est un avertissement que nous voulons donner et vous avez vu vous-même la foule qui est sortie. Une mobilisation de la population qui réjouit le CAP 2015. Si pour ce regroupement de partis politiques de l'opposition, il y a nécessité de protester dans la rue, pour d'autres, le plus grand défi reste l'unicité d'action pour une alternance au Togo. La mobilisation est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Si c'était une condition suffisante, ça fait longtemps que nous aurions eu l'alternance. Qu'est-ce que nous allons faire de cette mobilisation-là? Et donc cet élément-là, il faut que nous réfléchissions, que nous arrivons à trouver cet élément-là pour que le jour où les populations vont de nouveau nous faire confiance et que les populations vont sortir massivement dans les rues pour revendiquer, pour réclamer les réformes, il faut que nous arrivions à avoir les réformes réellement. Le Togo se prépare pour les législatives et les locales prévues pour 2018. Le gouvernement, pour sa part, avance dans les préparatifs. Outre la mise en place d'une CENI technique qui ne fait pas l'unanimité, il faut aussi rappeler que le vote en juin 2017 de la loi portant création des communes divise toujours la classe politique togolaise. L'institution financière United Bank for Africa a lancé le 2 août son nouveau service UBA Connect, un service qui devrait permettre aux clients d'effectuer des opérations bancaires dans chaque pays de la CEMAC comme s'ils étaient dans leur pays de résidence habituelle. L'Afrique centrale étant la première zone à bénéficier de la mise en application de ce service. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Entre 2010 et 2017, le gouvernement du Cameroun a octroyé 400 milliards de francs CFA aux municipalités. Une ressource qui devrait leur permettre d'impulser le développement à la base. Seulement, ce financement est, selon les experts, insuffisant et ne représenterait que 10% du budget de l'État pour une année. Ce montant de 400 milliards, on ne peut pas dire que c'est suffisant.
c'est déjà quelque chose parce que par le passé, ce n'était pas ça. Mais on ne peut pas dire que c'est le plus gros montant de rêve qu'une commune devrait avoir pour pouvoir envisager la mise en œuvre sereine de son plan communal de développement. Compte tenu de la difficulté des municipalités à générer les ressources, il importe de l'avis des spécialistes de promouvoir des activités génératrices de revenus. Toute chose qui ne pourrait néanmoins se faire sans la participation des populations locales. Les collectivités ont donc intérêt à se tourner vers la transparence et la reddition des comptes pour espérer bénéficier de la confiance des bailleurs de fonds autres que l'État et ainsi contribuer effectivement au bien-être des populations. Il faut donc une décentralisation à 100% qui permet aux entités ainsi décentralisées d'avoir une décentralisation financière et une autonomie de gestion, une autonomie de mise en place des procédures et des procédés pour arriver à trouver les moyens qui leur permettent de vivre. La question du financement du développement local et partant des collectivités locales reste un défi majeur du gouvernement camerounais. S'il est avéré que les pouvoirs publics restent la principale source de financement des 374 communes camerounaises, il importe également de signaler que celles-ci s'autofinancent. Ainsi, un financement adéquat du processus de décentralisation territoriale au Cameroun passerait selon les observateurs par la promotion de la solidarité intercommunale, le renforcement de la fiscalité locale, la redéfinition de la contribution de l'État et la promotion de l'emprunt communal. Au Maroc, des chercheurs de l'université Hassan II de Casablanca ont mis au point une machine pour extraire le venin de scorpions sans les faire périr. Une avancée majeure dans le domaine scientifique et médical, notamment dans la lutte contre le cancer, puisque le venin de scorpion aurait des vertus guérissantes. Plus de détails avec Sharon Kamara. Nouvelle avancée dans la recherche contre le cancer au Maroc. Des scientifiques de l'université de Casablanca ont conçu un dispositif pour extraire le venin de scorpion. Celui-ci serait composé de molécules permettant de développer des médicaments et des remèdes contre le cancer. Le problème a été de combiner deux choses en même temps. Tout d'abord, nous avons fait une étude de toutes les espèces de scorpions et nous avons dû trouver la bonne tension à utiliser avec chaque espèce pour extraire une bonne quantité de venin sans nuire à l'animal. Nous devions trouver la bonne tension électrique. Ensuite, nous avons dû travailler sur la mécanisation de cette opération. Il nous a fallu 2 ans pour fabriquer et assembler cette machine. Les résultats sont très satisfaisants. L'équipe de recherche de l'université de Casablanca a développé un robot traceur de scorpions. Baptisé VES4, celui-ci presse la queue du scorpion et utilise de l'électricité pour stimuler les glandes de venin et libérer le poison qui est ensuite stocké en toute sécurité. L'extraction du venin des scorpions reste une tâche dangereuse. La sécrétion toxique peut être fatale pour les humains, mais lorsqu'il est décomposé au niveau moléculaire, le venin contient des centaines de composants qui ont des vertus guérissantes. Le VES4, ce qui rend cette machine spéciale, c'est qu'elle est sûre et rapide. Si nous pouvions extraire le venin de 10 scorpions par le passé, aujourd'hui nous pouvons le faire avec jusqu'à 150 d'entre eux en un jour. Cela signifie que plus nous pouvons extraire de venin, plus nos recherches et nos résultats sont meilleurs. Selon les chercheurs, la traite des scorpions peut être une activité lucrative. Ils estiment qu'un gramme de venin pourrait être vendu à environ 8 000 $ et celui provenant de scorpions plus rares pourrait aller jusqu'à 12 000 $ le gramme. L'équipe espère donc que le brevet sera approuvé pour pouvoir commencer à produire sa machine, le VES4. Le Rwanda se présente désormais comme une locomotive des transformations digitales sur le continent. De jeunes innovateurs rwandais semblent convaincus de l'émergence de l'Afrique qui passe par les innovations numériques et digitales. Les autorités du pays ont d'ailleurs annoncé l'ouverture prochaine d'un centre de jeunes connectés. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. Ils sont beaucoup de jeunes au centre de fabrication numérique Fab Lab à Kigali, la capitale rwandaise. Beaucoup sont des étudiants en sciences appliquées à l'université ou encore au secondaire, tous occupés dans leurs recherches. Olivier Nzidjayo est l'un de ces jeunes. Il vient de terminer sa première année d'études en ingénierie mécanique et énergie à l'université du Rwanda. Ici, il passe plus de 15 heures par jour pour essayer de faire décoller son avion qu'il fabrique depuis 2 ans. Mon projet consiste à fabriquer un avion qui vole à base d'énergie solaire. C'est un prototype que j'ai ici, mais j'espère qu'avec de l'aide, mon idée pourra se concrétiser et aider mon pays et le continent.
Selon le rapport de l'Agence des Nations Unies pour le développement, l'Afrique a besoin de créer 10 millions d'emplois d'ici 2020 dans le domaine des industries émergentes pour faire face aux problèmes de chômage. Pour cela, il faut encourager les jeunes talents pouvant créer des solutions à ces problèmes grâce à la technologie des données. Nous avons des jeunes avec des connaissances différentes ici. Quand l'un d'entre eux a une idée, on l'analyse et on essaie de l'améliorer pour la mise en pratique. On peut aussi fournir de l'aide financière pour acheter quelques matériels, même si nous sommes limités. L'une des résolutions du sommet Youth Connect Africa qui s'est déroulé à Kigali en juillet 2017 fut la création d'un centre africain des jeunes à Kigali et un fonds de soutien pour leurs idées innovatrices. Selon les autorités rwandaises, ce centre sera opérationnel d'ici la fin de l'année 2017. Le jeune ingénieur Olivier Neziliayo compte sur ces infrastructures et se donne 2 ans maximum pour faire décoller le premier avion Made in Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.